Bonjour, dans cette vidéo, je vais prendre le document de synthèse que j'ai mis en ligne et qui sert à introduire la notion de nombre dérivé pour expliquer pour une courbe ou pour une fonction donnée qu'est-ce que c'est un nombre dérivé et puis voir les conséquences qu'il y a, c'est-à-dire l'existence d'une tangente et puis l'existence d'une fonction dérivée. Je me suis placé dans un cas d'un véhicule, une situation que j'ai imaginée avec un véhicule qui en 10 secondes ferait 100 mètres, ce qui se représente graphiquement par un relevé de points. Et puis, ce n'est pas trop notre travail pour aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on modélise une courbe. Dans les énoncés des exercices qu'on donne au lycée, de toute façon, les expressions sont données. C'est soit f, la fonction qui modélise telle situation, qui représente telle situation. La question qu'on va se poser est plutôt si on se place en un point donné de la courbe, quelle va être la vitesse qui correspond? Alors, j'ai fait exprès de parler de distance et de vitesse parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la pente de la courbe, à quelle vitesse elle varie, ce qui, pour le véhicule, correspond à quelle est la vitesse à cet instant précis du véhicule. J'aimerais avoir une estimation de la vitesse et j'aimerais que cette estimation de la vitesse me permette de construire aussi une nouvelle courbe qui serait la courbe de la vitesse et ce qu'on appellera nous la courbe de la fonction dérivée. Dans le document, j'ai expliqué que ce n'est pas notre travail au lycée de faire de la modélisation. Donc, on prend les expressions qui sont dans les énoncés, on peut les mettre dans la calculatrice, obtenir une courbe. Maintenant, comment est-ce qu'un véhicule, un compteur, ou comment est-ce qu'on fait si on a plusieurs photos pour reconstituer la vitesse du véhicule à un instant précis? En fait, on va appliquer la technique du coefficient directeur. Ce qu'on va appeler nombre dérivé, c'est l'équivalent du coefficient directeur pour une droite. Sauf que pour une courbe, la pente change tout le temps. Alors la méthode consiste à placer un point H, qui serait assez proche de A, et puis mesurer en un laps de temps d'une seconde quelle est la distance qu'on a parcourue. Comme ça, j'ai appliqué ma formule, la vitesse c'est la distance divisée par le temps, un nombre de mètres en une seconde. Eh bien, faire ceci, faire cette mesure, c'est exactement appliquer le principe du coefficient directeur qu'on a déjà vu pour des droites. Si je trace à droite AH, le temps écoulé est une seconde, la distance parcourue 5,87 mètres et ça me donne une estimation de 5,87 mètres par seconde. Ce que j'ai fait là, je pourrais aussi le faire avec un point H situé non pas une seconde dans le futur par rapport au point A, mais une seconde dans le passé. Et vous voyez que cette fois-ci, je n'ai plus du tout la même estimation. J'ai une estimation de 3,57. En fait, cela est dû au fait que la pente de la courbe change tout le temps et que ce qui m'intéresse moi, c'est d'avoir la pente exactement au point A. Or, on voit très bien, tant que le point H ne sera pas assez près du point A, on aura toujours un écart entre la droite AH et la courbe. Et donc, la façon expérimentale de chercher la vitesse instantanée, c'est placer le point H le plus près possible du point A. Alors, dans le document de cours, j'ai ensuite continué ce calcul de coefficient directeur, donc ce qui s'appelle pour une fonction le taux d'accroissement. En prenant un pas h plus petit, j'avais pris 0,1. Je vais calculer h sur 0,1. Évidemment, on ne peut pas prendre petit h égale 0, parce que si j'ai un pas qui vaut 0, les deux points sont confondus, je ne peux pas tracer de droite, je ne peux pas parler de coefficient directeur. Donc en prenant un pas de 0,01, le calcul du coefficient directeur me dit, si on se place en A et avec un pas de 0,1, coefficient directeur 4,748. Donc ce qui est une très bonne estimation. Maintenant, on peut faire encore mieux, et là c'est un peu plus compliqué, il faut faire un calcul mathématique, c'est-à-dire reprendre la formule du coefficient directeur, mettre 2 dans l'expression 2D, on calcule l'image, ça va, et aussi mettre 2 plus h dans l'expression 2D pour avoir les coordonnées d'un point h, donc avoir l'image, l'ordonnée du point h qui serait placée un tout petit peu plus loin que l'abscisse 2. Alors un tout petit peu, c'est le plus h. Alors là c'est un petit peu compliqué, mais si on développe tout, ensuite on peut réduire le numérateur, et on se retrouve au numérateur avec seulement des termes qui contiennent h, ce qui permet de faire une simplification avec le dénominateur. Et j'ai pour le taux d'accroissement
une formule ici qui contient des termes en h et un terme constant. Ce qui signifie, quelle que soit la position du point h très proche de A, ce coefficient directeur que je calcule là va dépendre du pas petit h que j'ai choisi avec cette formule. Et du coup, mathématiquement, si on va jusqu'au bout en disant on va faire tendre h vers 0, eh bien ce terme-là tend vers 0, celui-ci aussi, et il me reste comme valeur limite, on appelle ça la limite du taux d'accroissement, 4,736, que j'ai représenté comme ceci. Je vais effacer un petit peu ce dont on n'a plus besoin. Et voilà, cette valeur limite, ce sera ma vitesse instantanée. Ça me permet de placer un point B pour la courbe de la vitesse. Au temps x égale 2, la vitesse était 4,736. Et la notion qui va avec, notion de tangente, si je retrace une droite qui a ce coefficient directeur-là au point A, j'obtiens la droite qu'on appelle la tangente, pour laquelle on a une formule qui est dans le cours de première. Alors si on va jusqu'au bout du concept, là, je vous ai mis les liens avec les tutoriels pour retrouver en TI, en Casio, les résultats que je viens d'afficher. Si on va jusqu'au bout du concept, on peut se dire, eh bien, tous les calculs que j'ai faits pour A, je vais les recommencer n'importe où, en n'importe quel point de la courbe. Et en le faisant n'importe où, à n'importe quel point de la courbe, vous voyez que la pente change tout le temps. Mon petit calcul de limite du taux d'accroissement est reproduit à chaque fois par le logiciel. Et en bas, je fais apparaître un point B, qui est donc la vitesse instantanée calculée. Et je peux ainsi fabriquer la courbe de la vitesse. D'un point de vue vocabulaire et mise en application, donc le point A, lui, me donne l'image, donc l'image de 5 ici. Je pourrais mettre voilà, en 6, l'image de 6. Le nombre m, c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est la mesure de la pente, c'est la vitesse instantanée. On appelle ce nombre-là le nombre dérivé. Et donc la dérivée de la distance, c'est la vitesse. Et en maths, plutôt que de recommencer systématiquement tous les calculs de taux d'accroissement et de recherche de limites, ce qui est assez long, on préfère avoir des propriétés générales, donc théorème de cours, formule à connaître par cœur, pour dériver directement les expressions. C'est-à-dire, à la lecture de cette expression-là, je vais appliquer mon cours de première, et on a des techniques spéciales qu'il faudra voir dans le module de calcul de dérivée, qui me permettent d'avoir directement la formule pour avoir les nombres dérivés n'importe où. C'est-à-dire que ici, si je voulais avoir le coefficient directeur de la tangente, en étant comme ça, il suffirait d'avoir calculé l'expression générale de la dérivée, de remplacer x par 6 dans la dérivée, et ça me donne la vitesse. Connaissant la vitesse, je peux construire mon coefficient directeur, puis ma tangente. Alors vous pourrez tester tout ça, et voir dans l'exemple d'application quelque chose d'assez important, c'est que comme cette notion de nombre dérivé vient généraliser la notion de coefficient directeur, on retrouve la même propriété. Ah, juste, ça va être mieux si je vous mets l'exemple. Voilà. À savoir, tant que la courbe est croissante, elle a une pente entre guillemets positive, c'est-à-dire elle a des nombres dérivés positifs. Quand la fonction atteint un maximum, on voit ici qu'on va avoir une tangente horizontale. Il faudrait chercher exactement où elle est, c'est-à-dire un nombre dérivé nul. Puis, quand la courbe est décroissante, on a des nombres dérivés négatifs. On voit en bas, ici, le 0 qui est ici, pour la dérivée, est exactement au même endroit, à la même abscisse, que le sommet de la courbe. Et donc en pratique, c'est ça qu'on fait. On calcule l'expression générale, puis on fait une étude de signe sur l'expression générale de la dérivée, de façon à déterminer par le calcul l'emplacement exact du sommet. Alors vous pourrez tester pas par pas les différents points évoqués dans le document sur l'exercice d'entraînement pour lequel je vous ai mis les courbes ici. Voilà, à vous.